Monsieur le député de La Fontaine, oui, merci. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, évidemment, je salue tous les collègues ici ce matin qui participent à cette interpellation sur le sujet qui est la souveraineté, sujet, évidemment, qui est imposé, et ça participe de nos règles parlementaires par l'opposition officielle et auquel, évidemment, nous participons, et je fais bien les propos de mon collègue Monsieur le ministre, qui soulignait que la Coalition Avenir Québec a décidé de se désincarner de ce débat et de mettre en pratique la politique de la chaise vide. Et vous savez, Monsieur le Président, quand on est fédéraliste, il y a des arguments pour l'être, il faut les faire valoir. Et je ne peux que constater que la Coalition Avenir Québec n'a pas d'arguments ce matin pour venir faire valoir, ou n'a pas trouvé, ou n'a désiré ne pas faire valoir, évidemment, les arguments qui font en sorte que le Québec, et je reprendrai les mots de Joseph Facal, le Québec, lorsqu'on compare les sociétés des 50 dernières années, le Québec en Occident est une société qui, sur le plan politique, économique et culturel, s'est nettement démarquée, a été parmi les plus performantes. Et c'est Joseph Facal, un ancien ministre du Parti québécois, qui l'écrivait dans son livre. Et ça parle beaucoup, Monsieur le Président. J'espère avoir l'occasion, au cours des quelques minutes qui me seront accordées, d'y aller de citations en ce sens-là, citations de personnes qui ont été des acteurs au sein du Parti québécois, qui ont fait partie du mouvement souverainiste et qui, aujourd'hui, force est de le constater, font les mêmes constats que nous. Reprenons, Monsieur le Président, et on se rappellera, 3 anciens collègues, Alexandre Bourdeau, Stéphane Tremblay et Jonathan Valois, 3 députés du Parti québécois, qui, du 30 janvier au 7 avril 2004, avaient fait une tournée du Québec. On l'avait appelée la tournée des mousquetaires, et qui avait produit un rapport en juin 2004, rapport qui était, je dirais, Monsieur le Président, annonciateur des résultats que nous avons vus le 7 avril 2014, des résultats électoraux où l'on constate que les jeunes ne se reconnaissent pas au Parti québécois, ne s'identifient pas à la souveraineté ou à ce désir d'être un pays souverain. Et en ce sens-là, déjà en 2004, on pouvait lire, Monsieur le Président, et je cite à la page 5, 3 députés du Parti québécois en 2004, qui disaient « L'option souverainiste, l'idée de souveraineté est aujourd'hui incluse dans la longue liste des éléments desquels les gens sont sceptiques. Rattachée à la survie de la langue et du peuple québécois, on voit mal en quoi la souveraineté peut être une réponse aux problèmes sociaux qui se vivent au jour le jour. » Ça, c'était 3 députés du Parti québécois en 2004 qui reprenaient les propos de jeunes. Il s'agissait d'un groupe, les représentants socio-économiques, qui affirmaient cela. Et ils avaient subdivisé leur analyse en 4 groupes. Maintenant, un autre groupe, les groupes des jeunes qu'ils avaient rencontrés sur les bancs d'école. Ceux-ci, et je le cite, disaient et rapportaient, ces 3 députés du Parti québécois, pour ce qui est des jeunes en formation professionnelle, la souveraineté n'est pas une réponse concrète aux problèmes sociaux vécus aujourd'hui. On considère ainsi les débats sur l'avenir du Québec comme un bien accessoire et trivial par rapport aux enjeux sociaux. Il n'était pas rare d'entendre parler du projet du Parti québécois. Ce pas des députés libéraux qui écrivaient ça en 2004, c'était 3 députés du Parti québécois qui l'écrivaient en 2004. Toujours au même rapport de 2004, à la page 11, lorsqu'ils établissent les constats, et ils avaient fait le tour du Québec, 25 villes, rencontré des milliers de jeunes. Je les cite toujours. Cette génération consciente de ses moyens et de ses capacités. Le Québec de ces jeunes n'est pas le Québec de la soumission, ni même celui du rattrapage. Le Québec d'aujourd'hui en est un de réussite, d'exploit et d'ambition. Quand je vais voir sur le site Internet du Parti québécois et que du programme du Parti québécois, on vient d'entendre la voix des jeunes en 2004 qui dit que c'est un Québec de réussite, d'exploit et d'ambition. On se rappelle de la citation de Joseph Facal, que le Québec, sur le plan politique, économique et culturel, a été, dans les 50 dernières années, un succès occidental. Et quand je lis le programme du Parti québécois, adopté en 2011 et qui est toujours le programme, je cite, « Nous avons rendez-vous avec la liberté. Au lendemain de la proclamation de la souveraineté, un immense élan de fierté gagnera le Québec. Notre énergie, notre créativité, entravées depuis si longtemps, se déploieront dans toutes les sphères d'activité sur le territoire. » Ça ne collait pas à la réalité des jeunes en 2004. Ça ne colle pas à la réalité des jeunes, et non seulement des jeunes, mais de tous les Québécoises et Québécois. Et c'est ce qui faisait dire, Monsieur le Président,
je conclurai là-dessus, à Joseph Facal, 21 avril 2014, qui conclusion. notait que les jeunes avaient décroché du Parti québécois. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de La Fontaine, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur le thème, le Québec a su faire dans les 50 dernières années et s'est démarqué. Et le chef de l'opposition officielle a dit, on cite des députés, d'anciens députés du Parti québécois, tous ces gens-là aujourd'hui sont encore souverainistes. Allons voir si tous ces gens-là sont encore souverainistes. Et je ne parle pas de députés du Parti québécois, je parle d'une personne, Mario Polaise, qui a participé, rappelons-nous, Monsieur le Président, au comité Bonnet, qui avait déposé en 1980, en préparation du référendum, le premier référendum, étude sur l'association économique après un oui, synthèse Bonin-Polaise de l'ENAP en 1980. Et Mario Polaise a écrit un livre en 2009. Vous riez parce que je parle de 1980? Je parle de 2009, un peu plus contemporain. Serions-nous plus libres au lendemain d'un oui? Alors, Mario Polaise, évidemment, avait fait des études. Il y avait eu le mandat de René Lévesque, notamment, faire des études pour analyser, dès 1980, coudonc, un Québec souverain, est-ce que ça serait viable économiquement? En 2009, après coup, après l'exercice, après avoir vu l'évolution du Québec, il écrivait, et j'invite mes amis d'en face à noter la page, c'est la page 181 de son livre « Serions-nous plus libres au lendemain d'un oui? » point d'interrogation, en 2009, et il disait, je le cite, Mario Polaise, « De l'histoire des 50 dernières années, je tire aujourd'hui la leçon que l'appartenance à la Fédération canadienne n'a pas empêché les Québécois d'avancer. Ce que les Québécois ont réalisé, individuellement et collectivement, depuis les débuts de la Révolution tranquille, n'est pas banal. Un peuple en situation d'infériorité économique et sociale s'est transformé en l'espace d'une génération en l'un des peuples les plus prospères, les plus créateurs et, j'ose le dire, les plus libres de la terre. Peu de peuples, dont des peuples qui disposent d'un État souverain, ont réussi un virage aussi spectaculaire. » Fin de la citation. C'est ce qui faisait dire, et là j'ai la citation, à Joseph Facal, ancien ministre du Parti québécois, qui, dans son livre de 2010, Quelque chose comme un grand peuple, à la page 12, disait, et je le cite, « L'affirmation économique, politique, culturelle du peuple québécois au cours des dernières décennies doit se lire comme une des grandes réussites du monde occidental. » Fin de la citation. Ce n'est pas un libéral qui dit ça, Monsieur le Président. C'est un ancien ministre du Parti québécois. Alors, lorsque l'on dit que l'on est opprimé, qu'économiquement, on n'est pas capable de tirer notre épingle du jeu, moi, quand je me fais dire par une personne qui a été ministre du Parti québécois, quand je me fais confirmer ce que je constate, moi, tous les jours, que le Québec s'est développé comme pas un et est un exemple en Occident, Monsieur le Président, excusez du peu, en Occident, bien, moi, je pense que ça parle beaucoup. Et en ce sens-là, il est important de le souligner. Important de souligner également, Monsieur le Président, que, vous savez, j'ai parlé du référendum de 1980, le référendum de 1995. Il y avait eu tout un débat à l'intérieur du Parti québécois et du Conseil des ministres. Vous savez, Jacques Parizeau avait toujours dit, la question sera, et je le cite, le 23 janvier 1993, disait, acceptez-vous que le Québec devienne un pays souverain, le 24 juin 1995. C'était la question toute simple. Pourquoi, Monsieur le Président, posons-nous la question, pourquoi la question est devenue, et je la cite, acceptez-vous que le Québec devienne souverain? Il n'y a pas le mot pays. Comment ça, il n'y a pas le mot pays? J'y reviendrai. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995, fin de la citation. Pourquoi il n'y a plus le mot « pays », Monsieur le Président? Parce que, et c'est relaté, et je vois que notre ancien collègue Pierre Duchesne est derrière le chef de l'opposition officielle, dans son livre, relatait une entrevue qu'il a eue avec Éric Bédard, qui était à l'époque le chef de cabinet adjoint à Jean Royer, à Jacques Parizeau, et qui, dans son livre, M. Duchesne, à la page 426, et je le cite, relatait pourquoi le mot « pays » avait été retiré. Éric Bédard, adjoint au chef de cabinet, précise que des sondages testent la question avec le mot « pays » et que ceux-ci ne performent pas très bien en termes d'appui populaire. Donc, on enlève le mot « pays ». Fin de la citation, Monsieur le Président. Alors, voyez-vous, lorsque l'on parle de transparence, lorsque l'on parle d'un projet qui, selon nos amis du Parti québécois, à sa face même, devrait rallier tout le monde, on vient de démontrer dans un premier temps que les jeunes, dès 2004, décrochaient. Les jeunes, et Joseph Facal le relatait dans un article du 20 avril 2014,
Les jeunes de 18-24 ans ont au 4e rang le Parti québécois dans leurs priorités. Et là, on vient de démontrer qu'il y a évidemment, ça prend de la stratégie, appelons ça comme ça, Monsieur le Président, pour essayer de vendre un tant soit peu un projet qui n'est pas vendeur. Merci, ministre. Monsieur le député de La Fontaine, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, le chef de l'opposition officielle a souligné l'utilisation du mot « déconnecté ». Alors qu'on avait, et évidemment, de façon, on va dire que ce ne devrait pas être un mot qui aurait le droit de citer ici dans ce débat actuellement, alors qu'un peu plus tôt, on a entendu la collègue de Joliette dire « J'ai pas dit que le projet de souveraineté était déconnecté. J'ai dit que le débat sur la mécanique était déconnecté. » Nuance, et j'ai écrit aux journalistes en ce sens-là, qui était Alex Castonguay, et essayant évidemment c'est son droit, de reprendre des citations que l'on retrouvait dans cet article du 1er octobre 2014 des Jeunes loups du Parti québécois, où elle disait « La confiance, et je la cite, entre la population et le parti s'est brisée. Il faut commencer un sérieux examen de conscience qui aurait dû être fait il y a longtemps. » Et c'est peut-être là la citation, et elle aura l'occasion peut-être de nous corriger, mais la citation qui est dans l'article du 1er octobre 2014, je la cite, la députée de Joliette, « Le Parti québécois a parfois l'air dans sa bulle, occupé par ses débats internes sur la souveraineté, désincarné des préoccupations des gens. » Fin de la citation. J'entends bien et je prends acte du correctif que ce n'était pas sur les bienfaits, selon elle, de la souveraineté, mais sur la mécanique et le débat de la mécanique. Très bien, mais force est de constater que sur le débat de la mécanique, elle utilisait le mot « désincarné ». Je crois que « déconnecté » est un synonyme de « désincarné » et en ce sens-là, pour le bénéfice du chef de l'opposition officielle, je pense que l'utilisation était tout à fait de bonne aloi. Également, notre collègue de Lac-Saint-Jean disait dans le même article, et je le cite, parlant des jeunes, « Ils sont étrangers à ce débat, ils se sentent loin. Pour eux, ça n'a aucune résonance dans leur vie. » Fin de la citation. Et, Monsieur le Président, j'invite mes collègues du Parti québécois à préciser leurs pensées. J'ai cité la fameuse question référendaire de 1995. Acceptez-vous? Il n'y avait pas le mot « pays », on sait pourquoi maintenant. Parce que sans le mot « pays », ils avaient plus de chances d'avoir 50 + 1. C'est un choix stratégique. Est-ce que l'on doit aller à ce niveau-là? Je soumets que non en termes de choix stratégiques. Alors que le premier ministre Parizeau avait toujours dit, se rappeler première étape, deuxième étape, troisième étape, que la question allait être « Est-ce qu'acceptez-vous que le Québec devienne un pays souverain à telle date? » Mais force est de constater que non seulement le mot « pays » a été retiré, mais il y avait là un nouveau partenariat économique. Et la fameuse entente, et c'est là que je demanderais à mes collègues de préciser, la fameuse entente du 12 juin 1995. Je viens d'entendre le chef de l'opposition officielle dire la première justification de la souveraineté du Québec, c'est qu'on va sauver 7 milliards, ou je ne sais pas combien de milliards, excusez du peu, en dédoublement. C'est les dédoublements. C'est ça qui fait du tort. Or, le mandat demandé, référendum de 1995, était pour la signature d'une entente. Que prévoyait cette signature de l'entente? Sans y aller tout de suite, les gens qui nous écoutent à la maison, on sait que le Parti québécois, eux, en ont contre le Parlement fédéral, contre le Conseil exécutif fédéral et contre la Cour suprême. Cette entente prévoyait des institutions communes, Monsieur le Président. Un Québec souverain, dans la tête de mes collègues du Parti québécois, aurait une assemblée de parlementaires québécois et canadiens, aurait un conseil du partenariat formé par des ministres des deux États, aurait un tribunal, Monsieur le Président. Ça commence à ressembler au Canada. Ça, on commence à partager la même vision. Mais quelles seraient les compétences en vertu de cette entente signée par les souverainistes? Parlons des... Et là, Monsieur le Président, pour ceux qui ont étudié un peu le droit constitutionnel, imaginons les articles 91 et 92 de la Constitution canadienne. Ce serait, évidemment, un Parlement commun. Ce serait un Conseil des ministres commun et un tribunal qui statuerait quant à ses compétences relatives à la politique monétaire, la citoyenneté. On commence déjà à avoir peut-être un début de réponse sur ce qu'on demandait. Allons-nous avoir une citoyenneté québécoise? Aurions-nous une citoyenneté canadienne? Le Parlement pan-canadien en déciderait. En matière de représentation internationale, je suis très surpris de lire que le Conseil des ministres, pourrait décider que le partenariat parlerait d'une seule voix au sein d'instances internationales. L'accès aux aéroports, transports routiers, pareil, politique de défense, participation commune, institutions financières, politique fiscale, protection de l'environnement, trafic d'armes, la poste. Je suis en train de vous défiler quasiment l'article 91 et 92 de la Constitution actuelle, Monsieur le Président. Je vois là un plaidoyer vibrant sur l'importance des liens, sur l'efficacité dans ces liens, et qu'on ne vienne pas me dire que tout ça, par un coup de baguette magique, se ferait
sans ce qu'ils appellent, eux, des dédoublements, sans que eux, évidemment, démonisent comme étant le fruit de tous les écueils. Or, la question du référendum de 1995 contenait cette approche qui ressemble beaucoup, Monsieur le Président, au Canada que nous avons bâti et dans lequel nous avons, je le répète encore, su performer depuis les 50 dernières années. Un exemple en Occident, selon Joseph Facal. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Lafontaine, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et sur cette lancée, évidemment, pour clore ce que je disais un peu plus tôt au niveau de l'importance des liens qui nous unissent, de l'importance qui fait en sorte que le Canada est ce pays que nous avons bâti, auquel nous avons participé et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, force est de le constater, le chef de l'opposition officielle disait si nous étions souverains, nous serions 17e. Ça participe de cette évidence que le Québec, non seulement, comme le disaient celles et ceux que j'ai cités un peu plus tôt, a su faire au sein de la Fédération canadienne, a su se développer, et même un exemple occidental. Bien, en ce sens-là, il est important de souligner que nous devons, évidemment, poursuivre, parce que les progrès sont nécessaires, les progrès sont importants. Nous avons besoin de toujours viser l'amélioration en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'environnement, et faire en sorte que l'on puisse continuer à évoluer et à se développer. Et l'exemple de la dernière élection est très parlant, très patent, lorsque l'on voit que les jeunes, encore une fois, dès 2004, c'était annoncé par les 3 mousquetaires du Parti québécois, on l'a vu à la dernière élection, sur le groupe d'âge 18-25 ans, Monsieur le Président, une étude statistique par sondage a révélé que le Parti québécois est 4e chez les 18-25 ans, et ça a été de façon très marquée la cristallisation d'un tournant. Parce que les jeunes sont ailleurs, Monsieur le Président. Les jeunes sont ouverts sur le monde. Les jeunes n'ont pas, évidemment, ce sentiment d'oppression. Et en ce sens-là, il est important de noter que le projet, et j'aimerais entendre mes collègues d'en face, le projet, et c'est symptomatique, pour le vendre, ce projet, évidemment, ils doivent faire en sorte d'écrire la question de 80 de manière à ce que ça se fasse en 2 étapes. La question de 95 également, de manière à ce que ça se fasse en 2 étapes. Y joindre un partenariat qui soit au niveau exécutif, législatif et judiciaire avec le Canada. Dans ce contexte-là, c'était carrément, évidemment, l'actuelle Constitution. Les partenariats, et c'était un aveu retentissant, Monsieur le Président, les partenariats qui sont nécessaires et qui font en sorte que, oui, ensemble, non seulement nous avons bâti et nous participons et nous sommes Canadiens, mais ensemble, nous performons et nous faisons en sorte que les Québécoises et Québécois puissent aujourd'hui évoluer dans un pays qui est le Canada, au sein du Québec, qui sait évidemment outiller les jeunes en matière d'éducation et qui sait aussi, notamment, et on parle du français, qui sait faire en sorte que les résultats, les statistiques à l'appui le démontrent, le français a su et continue de s'épanouir au sein de la Fédération canadienne, Monsieur le Président. Et quand on me parle, vous savez, les attaques de la Cour suprême du Canada contre la loi 101, et là, on va toujours citer la Charte canadienne des droits et libertés, en disant l'article 2B, liberté d'expression, Charte canadienne des droits et libertés, c'est épouvantable, Monsieur le Président. En 1988, ils ont invalidé, l'arrêt Ford, ils ont invalidé une disposition de la loi 101 qui était l'affichage unilingue français. Or, quel poids aurait dans l'imaginaire la Charte québécoise des droits et libertés dans un Québec souverain? Lorsque l'on sait, évidemment, que cette première mouture de la loi 101 allait à l'encontre de la liberté d'expression, qui était protégée, qui est toujours protégée en vertu de l'article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés. L'arrêt Ford souligne que la liberté d'expression est protégée autant par l'article 3 de la Charte québécoise que l'article 2 de la Charte canadienne. Alors, dans un Québec souverain, quel poids aurait la Charte québécoise des droits et libertés? Et lorsque l'on attache ça, ce que dit mon collègue un peu plus tôt, la Charte des valeurs, la Charte de la division, ce que l'on a vu, faisait en sorte, évidemment, de ne pas respecter la liberté de religion, qui est aussi protégée par notre Charte québécoise. Quel poids, dans un Québec souverain, les libertés individuelles auraient? Et en ce sens-là, ces exemples sont patents et démontrent
qu'il y a évidemment un équilibre à aller chercher en matière linguistique. Et la loi de 1993 qui a fait en sorte prédominance de l'affichage du français, qui est toujours la loi, qui n'a jamais été modifiée par le Parti québécois, est toujours un équilibre qui fait en sorte, et les statistiques le démontrent, ici dans le prochain bloc, le temps m'est permis, je pourrais souligner les statistiques à l'effet que le français a su s'épanouir en termes d'éducation, langue d'éducation et langue de travail. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, Monsieur le député de Lafontaine, à vous la parole. Beaucoup, M. le Président. M. le Président, en fait, là, je suis un exemple de ceux que je citais un peu plus tôt. Moi, à 17 ans, j'avais pris ma carte du Parti québécois à 17 ans et j'avais voté oui au référendum de 95. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assis devant mes collègues du Parti québécois est très symptomatique de ce qu'avaient noté en 2004 les Trois Mousquetaires, de ce que l'on a vu notamment dans une élection qui m'a vu me faire élire le 7 avril dernier député du Parti libéral du Québec, et l'exode massif des jeunes du Parti québécois, que la question se pose, qu'ils se posent la question, et qu'ils essaient donc de revenir, Monsieur le Président. Et lorsque j'entends, moi là, vous savez, un élément qui m'a fait complètement décrocher, c'est lorsque je me fais dire, puis je viens d'entendre la députée de Joliette, et je la cite au texte, « Les Québécois ont renoncé à leur liberté ». Fin de la citation. Elle a dit ça il y a 15 minutes. Les Québécois ont renoncé à leur liberté. Pourquoi les jeunes, comme, oui, on ira voir les transcriptions, Monsieur le Président, et je m'adresse à vous. Pourquoi y aller de telles citations, Monsieur le Président? C'est fascinant de voir que l'on accuse, en quelque sorte, les Québécois de s'être dit non. C'est le discours souverainiste, d'avoir refusé la liberté. Dans leur programme, quand un programme, tu prends le temps de penser, ils l'écrivent. Nous avons rendez-vous avec la liberté. Accueillons le monde avec assurance et confiance. Est-ce à dire que, dans la tête de mes collègues du Parti québécois, aujourd'hui, nous ne pouvons pas accueillir le monde avec assurance et confiance? Nous ne sommes pas libres. Nous nous sommes dit non. En ce sens-là, Monsieur le Président, ce sont des exemples patents. Et je citais un peu plus tôt Mario Polaise, qui, dans son livre en 2009, le disait, le Québec des années 40, et lui faisait une analogie, faisait une comparaison. Québec des années 40, Québec en 2009, et il disait que les réalités étaient tout à fait différentes. Et il disait, dire qu'aujourd'hui, à mes étudiants, qu'ils font partie d'un peuple dominé et humilié, les ferait rire, Monsieur le Président, ils ne s'y reconnaîtront pas du tout. Pourquoi un tel langage? Pourquoi une telle approche? Si ce n'est que de mettre en pratique, évidemment, le besoin de crise. Au Parti québécois, le projet de souveraineté a besoin de crise. Et ça, c'est un fait avéré, reconnu. C'est pas Marc Tanguay qui le dit, député libéral, c'est le premier ministre Jacques Parizeau qui, le 10 juin 2009, dans un article de Robert Dutrisac dans Le Devoir, et je le cite, « Il y a des crises qui apparaissent de temps à autre, mais ce n'est pas toujours au bon moment pour nous. » En fait, il faudrait susciter la crise. C'est évident qu'un référendum sur un sujet défini peut créer une crise. Premier ministre Parizeau, 10 juin 2009. Pas le seul, c'est un courant dominant. Robert Dutrisac rapportait dans Le Devoir du 12 juin 2009, et je le cite, « L'ancien premier ministre Bernard Landry salue la sortie de Jacques Parizeau qui juge que les crises politiques peuvent favoriser l'accession à la souveraineté. » Fin de la citation. Yves Michaud, 12 juin 2009, je le cite, « Multiplions les crises et plus il y en aura, mieux c'est, jusqu'à la dernière qui nous donnera un pays souverain. » Fin de la citation. Un jeune qui, comme moi, jadis, a constaté ça, a décroché complètement, a fait, évidemment, ses devoirs. Et aujourd'hui, l'on constate que le Québec, c'est un fait, c'est pas juste un député libéral qui vous le dit, a su performer sur le plan économique, sur le plan culturel et sur les plans sociaux. Et j'aimerais lancer, Monsieur le Président, dans ce contexte de cette approche que je trouve, et je pense que le mot peut se dire, que je trouve assez revancharde et négative, Monsieur le Président. Je peux me permettre de le dire, je le dis en tout respect, et le débat est là pour ça, et qu'on me détrompe si j'ai tort, mais jusqu'à maintenant, force m'est de constater qu'aucun argument n'est venu me convaincre du contraire. Au contraire, ma réflexion de longue main sur plusieurs années, citation à l'appui, études à l'appui. On a tous lu, évidemment, le budget de l'an 1 qui a été rédigé par le chef de la deuxième opposition. Et évidemment, ce budget-là, est-ce que c'est toujours ce que pense le Parti québécois? Il faudrait peut-être le préciser. Quel était l'objectif de l'entente du 12 juin 1995, si ce n'est que de refonder les articles 91-92 de la Constitution canadienne? C'est un discours qui ne colle pas. Et, Monsieur le Président, je vais terminer, puis je lance un défi à mes collègues d'en face. Je vais citer
la première ministre Pauline Marois dans son livre Québécoise en 2008. Et je la cite au texte, page 183. Et je vais leur demander de commenter. Pourtant, chaque fois que nous demandons au peuple québécois de faire le dernier pas pour que nous soyons enfin vraiment responsables de tout, il prend peur et recule. Le Québec est ainsi fait. Schizophrène, disait le regretté Camille Lorrain, psychiatre de son état avant de faire de la politique. Fin de la citation. Prennent-ils à leur compte cette citation de la première ministre Pauline Marois? J'aimerais les entendre là-dessus clairement. Merci, Monsieur le député de La Fontaine.